C'est un peu la théorie du chaos. Plus rien ne fonctionne. Il y a pire que le brouillard de la guerre, c'est le brouillard du terrorisme. Il y a des domaines dans l'économie russe qui vont très bien. Daniel Blanchard-Paulet. C'est un nom un peu long. Oui, tout à fait. C'est Blanchard ou Paulet? Mon nom, c'est Paulet. C'est Paulet. Pourquoi Oui. Blanchard? C'est mon prénom de l'état civil. Et pour l'usage courant, on m'appelle Daniel. D'accord, ok. Tout simplement. Disons que c'est votre nom d'auteur. Voilà, c'est Vous ça. passerez sous ce nom Tout à à la fait. postérité après avoir fait l'émission En quelque Livre sorte. Libre, bien sûr. Hein. Alors, vous avez écrit un étrange bouquin, en ce sens que, l'air de ne pas le dire, il fait le constat de l'état général de notre société. Vous parlez un peu de la France comme un Persan parlerait de Paris. Votre personnage, qui s'appelle Danilou, hein, et non pas Davilou, comme je m'obstine à l'appeler, hein, qui est le diminutif de Daniel, Voilà. a la particularité tout à fait poétique et anachronique d'être né à la campagne. Et toute l'histoire va se dérouler sur l'opposition mélancolique qu'il peut y avoir dans le monde d'aujourd'hui entre le fait d'être né à la campagne et de venir dans la banlieue, dans la cité. Alors, racontez-nous, si vous pouvez, avec les mots que vous avez utilisés et qui sont très, très beaux, très précis, l'itinéraire de ce campagnard qui va finalement arriver à Paris dans la banlieue. Alors, d'abord, je tiens à préciser que Danilou, c'est une partie de moi, et c'est aussi une partie d'un personnage de roman, c'est-à-dire d'une partie romancée qui, par définition, est imaginaire. Oh. Alors, la continuité de ce personnage, c'est qu'effectivement, il est né à la campagne dans un univers travailleur, un univers qui est tout à fait rassurant, avec la nature autour de lui, et puis il se retrouve dans une banlieue de travailleurs aussi, une banlieue très ouvrière, et c'est pour lui un changement d'univers. Mais ce changement d'univers, ce n'est pas la partie essentielle de ce qui me paraît important dans ce livre. C'est surtout que Danilou, dans sa jeunesse, il est très idéaliste, il est très humaniste, il est très sensible aussi, c'est quelqu'un avec beaucoup de sensibilité, d'ailleurs ça c'est assez bien exprimé. Alors, tout comme vous, c'est un fils du peuple. Hein. Ah, tout à fait. C'est quelqu'un qui. Je veux dire que ce n'est pas un bourgeois, quoi, c'est un ouvrier. Absolument pas. C'est là-dessus que je veux insister aussi. Merci de me donner ce fil conducteur. C'est un personnage tout à fait ordinaire qui vient d'un milieu ouvrier. Son père est ouvrier, il est lui-même ouvrier. Il arrive à faire quelque peu sa promotion sociale, mais sans atteindre des niveaux d'exception. Mais bon, il arrive quand même à une certaine évolution qui lui permet d'exercer d'autres activités professionnelles. Mais surtout, ce personnage qui est à la fois quelqu'un de simple, quelqu'un de tout à fait ordinaire, c'est un homme du peuple, effectivement, comme vous dites, eh bien, ce personnage, il a des idéaux de jeunesse qui sont très humanistes, très tournés vers les autres et vers tout le monde, en quelque sorte. Et puis, le grand choc de sa vie, en fait, c'est pas tellement d'être passé de la campagne à la ville, c'est d'être passé de cet univers prospère et prometteur et futuriste même des 30 Glorieuses que nous avons connues, dans cette société d'aujourd'hui. Et le choc de sa vie, si on peut le dire comme ça, bien que ce soit déroulé sur plusieurs années, c'est qu'il a été amené à reconsidérer ses idéaux de jeunesse, non pas à se renier, mais à faire évoluer sa pensée, et dans le sens où, comme je le dis souvent dans de nombreux articles que j'écris par ailleurs, c'est que notre humanité, notre humanisme, notre compassion, notre sens du partage ne peuvent pas survivre à deux mots que j'appelle deux mots jumeaux et compères, je les ai écrits comme ça, j'ai écrit ça dans ce livre, que sont à la fois la mondialisation et, oui, et cette espèce d'obscurantisme pseudo-religieux que dans ce livre j'ai appelé le salamalisme, puisqu'il s'agit d'un roman.
Nous devons, je pense, aujourd'hui, je le pense très fortement, et c'est ce que j'ai souhaité faire partager aux lecteurs, nous devons aujourd'hui nous souvenir que nous avons à protéger notre identité de civilisation, notre identité nationale, notre identité française. Nous devons assurer un futur à nos enfants, et si nous laissons faire tout ce qui se passe aujourd'hui, bien évidemment, ça ne sera pas le cas. Oui, alors mais votre personnage, il a connu l'école Oui, telle qu'elle existait autrefois. tout à fait. Et autrefois, c'est pas très loin dans le temps. Hein. Il a connu l'usine, telle aussi qu'on la connaissait autrefois, avec ses tensions, hein, ses passions, Bien sûr. ses nostalgies. Hein. Aussi, Et bien il a sûr. connu aussi la banlieue. Alors, on a l'impression, mais je peux me tromper, hein, parce que le lecteur est toujours très subjectif, hein. On a l'impression que ce qu'il a vécu, le bagage de mémoire qu'il porte en lui et qu'il transporte à travers le temps, hein, est en quelque sorte contredit par le monde de maintenant. Oui, Et c'est ça qui est intéressant dans votre livre, et c'est là-dessus que je voudrais vous amener à parler, c'est ce que je me permettrais d'appeler d'un mot un peu pompeux, cette contradiction mémorielle dans laquelle on vit. Ce qu'on a été très soudainement est contesté par ce qu'on est aujourd'hui. Et on ne sait pas si on est un vieux con, même jeune, hein, ou si finalement toute une partie authentique de l'histoire que nous avons vécue est en quelque sorte pilonnée par les temps de la postmodernité. absolument. Alors, là où on peut retrouver ça, qui est en quelque sorte synthétisé dans le début du livre, c'est quand Danilou parle de cette cité HLM Oui, de oui, oui. Montreuil, dans la Seine-Saint-Denis, où il habitait quand Alors il ça, était- racontez-le bien, c'est parce que c'est très significatif. Oui, c'est très significatif, effectivement. Danilou arrive avec ses parents dans cette cité HLM qui est toute neuve, dont certains bâtiments ne sont pas encore construits, où il n'y a pas encore de commerce, et où tous les gens qui vivent dans cette cité, déjà sont contents d'habiter là, parce que certains n'avaient jamais eu de salle de bain, par exemple, avant d'y habiter, donc pour eux c'était un progrès, et où chacun... On est en quelle année, là, à peu près? Là, on est en 1962, précisément. On est arrivé dans CHLM en 1962. Et là, une anecdote qui est très révélatrice, par exemple, c'est qu'il y avait un gardien en uniforme qui faisait respecter les règlements et qu'il y avait des pelouses sur lesquelles il était écrit « pelouse interdite ». Et quand quelques gamins ou même adultes se permettaient de marcher sur une pelouse, eh bien, ils se faisaient interpeller par tous les gens qui étaient à la fenêtre. Alors après, on voit dans ce même chapitre, quand Danilou revient 49 ans après exactement dans ce quartier, ben, il a du mal à le reconnaître parce qu'il a perdu toute cette saveur de civilité, de respect, de propreté. Et il trouve, les pelouses déjà, elles n'existent plus. Il y avait toutes sortes de jolies boutiques bien achalandées, bien disposées. Il n'y a plus grand-chose de tout ça. Il y avait une charcuterie, par exemple, qui bien entendu n'existe plus. Et puis, à la place justement de cette charcuterie, en regard de ce qu'avait été sa devanture, eh bien, il y a des sièges comme ça sur la voie publique. On sait bien à quoi servent ces sièges dans les banlieues. Hein, il n'y a rien à inventer là. Et effectivement, alors le Danilou idéaliste, très humaniste, qui était tourné vers tout le monde et qui acceptait tout le monde, du temps de sa jeunesse et des pelouses sur lesquelles on ne marchait pas, eh bien, aujourd'hui, il se refuse à accepter ça parce qu'il y a pas de raison que cette cité HLM soit devenue aujourd'hui tout à fait le contraire de ce qu'elle était auparavant. Et le personnage lui-même, donc pour en venir précisément à votre question, ce personnage, il ne renie pas son passé, il ne renie pas son humanisme, simplement, il se rend compte que cet humanisme doit avoir une orientation. Et cette orientation, c'est celle de retrouver ce sens de la civilité, le sens du patriotisme, le sens du sacré, même si on n'est pas croyant, mais le sens du respect des valeurs et le sens du bien commun. Excusez-moi, Daniel. Oui. Vous évoquez comme un élément de fracture la guerre d'Algérie. Vous expliquez dans votre livre, à un moment donné,
que la guerre d'Algérie a joué un rôle déterminant dans l'évolution des mentalités, dans les fractures qui ont pu être occasionnées. Oui. Et on a vraiment l'impression que c'est un élément de rupture dans l'histoire de la société française. Alors pourquoi accordez-vous tant d'importance à cet événement historique que fut la guerre d'Algérie? Alors, j'y accorde de l'importance en ce sens que je l'ai vécu dans mon univers immédiat. Hein. Je m'excuse de vous interrompre, on a l'impression, il faut se parler franchement, je crois. Comme toujours, vous venez d'un milieu ouvrier, c'est-à-dire que vous auriez pu être communiste. J'aurais pu l'être, oui, tout à fait. Je sais si vous l'avez été. J'ai fait une brève allusion. Oui, c'est pour ça que je me permets de vous en parler. Oui. Bon. Et puis, quand on lit votre livre et qu'on voit le personnage que vous promenez dans l'histoire, on a le sentiment que toutes ces idées, finalement, on pourrait dire de gauche, ont abouti à un échec terrible pour vous. Absolument. C'est ça, j'ai bien compris. Absolument. Oui, non, mais c'est tout à fait ça. En ce sens que, de toute façon, nous avons connu au siècle dernier une gauche patriote, la gauche de Jean Jaurès. Or, la gauche a complètement failli. La gauche a trahi non seulement les ouvriers, mais elle a trahi la patrie. Et aujourd'hui, où on essaye de nous faire croire que nous pouvons nous diluer dans une société multiculturelle qui en réalité est une société multiconflictuelle, nous devons défendre à nouveau nos valeurs de civilisation et nos valeurs d'identité nationale. Et ça ne consiste surtout pas à haïr les autres. Défendre ce qui est à soi, vouloir vivre entre soi, ne consiste pas à avoir la haine des autres, contrairement à ce qui se raconte de par les médias. Alors, il faut suivre le parcours de votre personnage qui pointe chaque fois ce que fut hier et ce qu'est aujourd'hui, mais un hier qui est très proche. C'est un hier qui est très proche. C'est quasiment le naguère, il n'y a pas longtemps. Oui, il y a peu, oui. Il n'y a pas longtemps et il y a aujourd'hui. Alors, on n'a pas d'explication. Que s'est-il passé pour qu'en si peu de temps, le monde des hommes change en l'immonde monde des hommes? Parce qu'aujourd'hui, votre personnage en souffre. On ne s'aime plus, on ne se parle plus. Tout à fait. Il y a eu, entre autres dans les événements que je cite dans ce livre, il y a eu mai 68. Je ne m'étends pas sur ces événements en eux-mêmes, mais il faut quand même bien savoir que depuis ce temps-là, il y a beaucoup de gens qui ont pratiqué ce qu'on appelle l'entrisme, c'est-à-dire qui ont fait passer à toute force leurs idées à travers différents courants politiques. Et nous arrivons aujourd'hui, entre autres, à cette contestation permanente de l'ordre établi, à ce gâchis de l'éducation nationale et à ce principe, on dirait que c'est quasiment une raison d'État, où on fait passer le droit en oubliant le devoir. Et il faut bien comprendre que dans une société civilisée qui fonctionne, on a des droits parce qu'on assume ses devoirs, et parce qu'on assume ses devoirs, on a des droits. Or, aujourd'hui, on ne parle plus que de droits, même dans la justice. On ne parle pas d'équité ou de justice, on parle de droits. Ça n'est pas suffisant, il y a une dimension manquante. Et c'est cette dimension qu'on a occultée qui rend ce monde immonde, comme vous le dites. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de respect des valeurs et du bien commun, et ça ne peut pas fonctionner comme ça. Alors, vous consacrez un chapitre important à l'élection de 2012. Oui, tout à fait. Et là, vous donnez des surnoms aux différents candidats. Voilà. Allez-y, je vous en prie. Alors, je parle de quelqu'un qui s'appelle Kazimierz Zloty, par exemple. Alors, pourquoi Zloty? Le Zloty était l'ancienne monnaie d'un pays d'Europe de l'Est. Et c'est un type qui me donne vraiment l'impression de ne penser qu'à l'argent. Et c'est pour ça que je lui ai donné ce surnom. Et puis aussi, c'est quelqu'un qui s'est vanté publiquement, en le disant publiquement devant caméra à un autre homme politique, il lui a dit qu'il ne connaissait pas l'histoire de France. Or, Winston Churchill, que j'admire beaucoup, avait dit « Plus vous saurez regarder loin dans le passé et plus vous pourrez regarder loin dans le futur. » Comment est-ce que quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire de France peut prétendre, et avoir fait d'ailleurs présider la République française pendant 5 ans? C'est une aberration totale. C'est une aberration totale. On navigue à vue si on ne sait pas d'où on vient.
Comment peut-on savoir où on va aller? Bon, il y en a un autre qui s'appelle Foxy Batave, il est facile à identifier celui-là, je n'en dis pas du bien et je n'en prévoyais aucun bien, et c'est bien d'ailleurs ce qui nous arrive. Malheureusement, on est dans la catastrophe totale. Pourquoi ce surnom de Foxy Batave? Foxy, parce que Foxy, c'est un corbeau de bande dessinée. Ah oui, d'accord. Oui, et puis Batave, parce que bon, il y a une allusion directe à un autre nom. Et je voyais ça très mal, son élection, et je n'ai pas été contredit malheureusement par les événements. Un ami qui l'a lu récemment, ce livre, me disait « mais tu étais prémonitoire ». Je dis oui. En plus, ce livre est arrivé en diffusion quelques mois avant l'affaire de Charlie Hebdo, et puis depuis, il y a eu Charlie Hebdo, et puis tout le reste. Voilà, c'est... J'ai choisi des personnages, comment dire, les surnoms de mes personnages ont un rapport qui permet quand même facilement de les identifier. Oui, mais on voit très bien de qui vous voulez parler, hein. On n'a pas de difficulté pour les reconnaître. Alors il y a toute une partie du livre qui est consacrée aux invasions. Oui, tout à fait. Il y a un chapitre qui s'appelle Les invasions, oui. Aux fantasmes. Oui, aussi. À l'ultralibéralisme, aux médias. Oui. Aux sectes. Oui, tout le monde en prend pour son grade, là, d'ailleurs. Oui, moi, je pense que beaucoup d'hommes politiques auraient intérêt à le lire, ce livre. Parce qu'il y a de la matière. Non, mais il y a vraiment une matière pour faire des discours. Hein. Oui. Moi, je veux dire, je vais vous pomper, hein, sans vous citer, bien sûr, hein, parce que plus personne ne cite personne maintenant, vous le savez. C'est un scandale, d'ailleurs. Ça fait partie des choses de l'époque. Alors, je profite. Mais on a l'impression que vous en avez gros sur la patate, quand même. J'en ai gros sur la patate parce que j'ai connu une époque où la France était prometteuse, et maintenant, pour qu'elle redevienne prometteuse, on va être obligé de passer par une époque où, à mon avis, il va y avoir du dégât. Allez-y. Et par contre, je voulais dire autre chose. J'ai perdu le fil de mon idée. Bon, c'est pas grave. Je pense, pour aller directement dans ce que vous disiez là tout de suite, je pense que nous n'allons pas pouvoir éviter une confrontation physique avec tous ceux qui veulent du mal à la France. Vous le dites dans votre livre. Oui, et ça fait beaucoup de gens. Parce que votre personnage finit par gagner au loto. Oui, voilà, ça c'est un pur fantasme destiné à alimenter la partie romancée. Voilà. Et il se donne des moyens pour trouver. Et il va consacrer l'argent dont il va bénéficier à l'achat d'armes. Oui, c'est pas exactement comme ça, mais ça se situe comme ça. Et j'en ai profité d'ailleurs pour dire que ce personnage achète un immeuble dans lequel il va permettre de se loger des gens qui sont des personnages réels, que je ne cite pas par leur nom, mais qui sont des personnages réels, des gens qui ont tout perdu parce qu'ils se sont élevés contre ce que j'appelle dans ce livre le salamalisme. Et ça leur a coûté tous leurs biens matériels. Donc j'en ai profité pour parler de ça. Alors Danilou, effectivement, cherche des armes. Alors, il ne va pas les acheter puisqu'il va les trouver par un moyen un peu détourné. Donc c'est du pur fantasme de roman. Mais c'est pour faire voir que ce personnage qui est sensible a décidé justement d'arrêter de faire passer en quelque sorte en priorité sa sensibilité. C'est-à-dire qu'il se dit il faut arrêter de fonctionner avec ses émotions, ce que les médias nous poussent à faire à longueur de temps, pour fonctionner avec la raison. Au moment où on fait l'émission, où on enregistre l'émission, on est au lendemain de l'attentat qui a été commis à Ankara, où l'ambassadeur de Russie a été tué dans des conditions effroyables, hein, et de l'attentat commis sur le marché de Noël à Berlin. Comment votre personnage réagirait en présence de ces deux drames? Il irait déposer des petites lucioles ou des mots de compassion? Alors certainement pas, justement, merci pour cette question. Il faut arrêter d'allumer des bougies, il faut arrêter d'aller faire des processions, parce que ça c'est l'émotion, mais ce n'est pas la raison. On ne fera pas peur aux terroristes en allant allumer des bougies, c'est là qu'il faut, il faut arrêter ce genre de choses. Il faut être prêt à s'armer pour lutter pour ce qui nous appartient et pour lutter pour le futur de nos enfants. Nos enfants nous demanderont des comptes. Nos descendants nous demanderont des comptes. Pourquoi avez-vous laissé faire ça? Nous retrouvons votre question de tout à l'heure. Nous avions les 30 Glorieuses. Comment se fait-il que nous ne soyons plus dedans? On serait dans les 60 Glorieuses aujourd'hui. Mais ce n'est plus le cas. Les 30 Glorieuses ont plus d'ancienneté que ce qu'elles ont duré. Qu'est-ce qui fait que nous ne sommes pas capables
premièrement, de le dire d'une manière convaincante, que nous risquons de ne pas survivre à ce qui se prépare. Tout à fait. Et deuxièmement, qu'est-ce qui fait que l'aquarium médiatique, le bain polluant médiatique, nous noie dans une parole dominante qui ne veut pas qu'on le dise? Absolument. Alors, ce qui fait ça, c'est qu'en fait, je disais tout à l'heure, la mondialisation et l'obscurantisme religieux sont deux mots jumeaux et compères. C'est que la plupart des médias sont achetés ou vendus, on peut prendre l'expression qu'on veut, par des grandes puissances d'argent qui participent de la mondialisation. Et la mondialisation se sert de l'obscurantisme religieux pour rendre les gens complètement abrutis. Et quand on est un abruti qui ne connaît même pas son histoire parce qu'on ne l'apprend plus à l'école, on peut lui faire acheter ou vendre tout ce qu'on veut, on peut en faire un pion, on le déplace d'un endroit à un autre, quand il est plus rentable ici, on le remettra là, etc., etc. Ce sont deux mots qui se servent l'un de l'autre. Mais ce sont des mots, les deux. J'arrive pas à croire que c'est une explication suffisante. Je n'arrive pas à croire que les médias, qui sont aux mains, en France par exemple, de plusieurs milliardaires, hein, oui, tout à fait, au demeurant subventionnés largement par l'État, c'est-à-dire par nos impôts, je n'arrive pas à croire que ce sont leurs intérêts qui imposent cette doxa de la lâcheté. Je crois vraiment qu'on a affaire à des... Alors moi je pense personnellement, mais c'est une opinion que j'oblige personne à partager, hein, je pense qu'il y a des gens qui sont achetés. Moi je pense qu'il y a des traîtres. Ah mais bien sûr. Je pense qu'il y a des traîtres qui rendront des comptes un jour probablement. Hein, et je pense aussi qu'il y a une contamination mentale. Il y a une contamination mentale, tout à fait. D'abord, il y a des traîtres. Effectivement, il y en a eu de plus en plus, et là, nous sommes en train de battre des records. Nous avons eu affaire à des traîtres dans les hautes sphères de l'État, au fur et à mesure que les patriotes ont disparu, en fait, dans la présidence de la République ou dans les ministères. On a eu affaire à des gens qui nous ont vendus à l'Union européenne, qui n'est qu'une des dimensions de la mondialisation. Mais cette contamination mentale dont vous parlez, c'est tout à fait une réalité, parce qu'en fait, à force de raconter des mensonges, les médias finissent par y croire eux-mêmes. Oui. Donc c'est là, il y a cet effet de pollution. Alors, pourquoi est-ce qu'ils y croient eux-mêmes ? Parce qu'ils ont envie d'y croire. Alors, ils nous mentent par omission, parce qu'il y a beaucoup de choses dont ils ne nous parlent jamais. Il faut aller sur Télé Liberté, il faut aller sur les sites de réinformation qu'on trouve sur Internet, dans lesquels j'écris des articles, comme par exemple Résistance républicaine, mais il y en a bien d'autres, pour trouver des informations dont on ne nous parle jamais à la télé. Et puis, ils essayent de nous manipuler pour nous faire prendre comme acquis ce qui n'existe pas encore. Regardez par exemple les élections américaines. Ils ont à toute force voulu que ce soit Hillary Clinton qui les gagne. Ouais. Ils y ont tellement cru qu'après, ils n'ont pas compris que ce soit Trump qui ait gagné. Alors là on a vraiment un phénomène qui, du point de vue de la sociologie des médias, mériterait d'être étudié. C'est que même une fois Trump élu, ils ont cru que les grands électeurs pourraient ne pas voter pour Trump. Oui, c'est-à-dire qu'ils se sont obstinés jusqu'au bout. Et c'est là, voyez-vous, Daniel, c'est là, à mon avis, où on touche à quelque chose d'essentiel dans le mécanisme de notre société que dénonce votre personnage. C'est que ces gens, animés probablement par des intérêts que nous ne connaissons pas, souffrent en plus d'une maladie mentale. Tout à fait. Ce sont des malades mentaux, parce que quand on passe son temps à vouloir manipuler les autres par pure idéologie, on ne sait même pas d'où elle vient, d'ailleurs, précisément, ou d'où vient l'engagement individuel de chacun pour ça. Quand on s'obstine dans le mensonge et à croire ses propres mensonges, effectivement, c'est une maladie mentale, comme l'élection de Trump, par exemple. On ment, alors on manipule pour obtenir quelque chose qui serait artificiel. Ça ne marche pas comme on a voulu, on continue de mentir et on s'obstine à mentir même quand les faits sont avérés. C'est une vraie maladie mentale, effectivement. Regardez l'épisode de Cologne où des femmes ont été violées et où dans un premier temps la police n'a pas voulu le dire et où la presse s'est fait complice du mensonge de la police. Tout à fait. Bon, on a même eu un ministre qui a prétendu qu'on ne savait pas ce qui s'était passé. Oui, voilà. Et alors avec toujours cette dimension extraordinaire,
c'est qu'ils iront tous au paradis, quoi. Ils sont bons. Ils sont toujours du côté de la gentillesse, de la générosité. Oui, ça c'est ce qu'ils nous racontent. Mais ça, c'est ce qu'ils nous racontent. Alors, il nous reste une minute pour conclure. Oui. Vous faites une comparaison entre ce qui se passe aujourd'hui et les années 40. Oui, et le nazisme. Tout à fait. Tout à fait. La comparaison, elle est claire. C'est que dans les années 30, on a discuté avec Hitler. On a reculé devant lui, devant toutes ses exigences, alors qu'au départ, on aurait stoppé la première, il n'y en aurait pas eu d'autres. Mais là, on a reculé parce que nous sommes une démocratie finit par être faible si elle n'est pas vigilante. On a reculé de différentes façons en plusieurs étapes. On a fini par signer les accords de Munich, où quand Neville Chamberlain est revenu à Londres, Winston Churchill, qui allait lui succéder au poste de Premier ministre, lui a dit: entre la guerre et le déshonneur, vous avez choisi le déshonneur et vous aurez quand même la guerre. Et c'est ce qui va nous arriver, malheureusement. Écoutez, bon, c'est un peu pénible de conclure là-dessus, mais... J'espère me tromper sur la conclusion. Mais... Non, mais bon, la guerre, nous l'avons. Elle a déjà commencé, de la guerre, toute façon. nous l'avons. J'estime que la guerre civile en France a commencé depuis qu'on a toléré la première zone où la police ne pouvait plus entrer. Oui. C'était plus en état de paix civile, donc la guerre civile a commencé là. Moi, voyez-vous, je suis un peu comme votre personnage. J'ai vraiment l'impression que ces haines, ces tensions, ces oppositions, elles ont été créées de toutes pièces. Absolument. Elles ont été créées de toutes pièces dans le but... en fait, de nous remplacer. Un écrivain connu, Renaud Camus, a parlé du grand remplacement, et il s'agit bien de ça. À la place d'une population comme la nôtre, qui a été dans les 30 Glorieuses une population responsable, patriote et cultivée, on préfère des populations qui sont obsédées par une pseudo-religion et qui ne se posent pas d'autre question que d'obéir dans la moindre chose du quotidien à cette pseudo-religion. Parce que ça, ce sont des gens beaucoup plus malléables et à qui on peut faire n'importe quoi. Bon, bah écoutez, c'est pas... En tout cas, moi, je ferai tout ce que je peux pour empêcher ce remplacement. Moi aussi. Voilà. Si ce livre peut y participer, j'en serais très heureux. Je conseille de le lire, de le discuter, parce qu'il faut bien sûr le prendre avec le pour et le contre. Mais c'est un livre passionnant et qui a le mérite de dire des vérités qu'on a besoin de lire. Tout à fait. D'ailleurs, si je l'ai appelé « Citoyen, ce roman est le vôtre », c'est que j'en appelle aux gens en tant que citoyens. Et comme c'est le roman de quelqu'un de très ordinaire, comme on l'a vu, de milieu ouvrier, etc., il a une vie ordinaire, il a des idéaux, il a des fantasmes, il a des bleus à l'âme, comme tout le monde, comme tous les gens qui peuvent se reconnaître dans un personnage banal. Et effectivement, je souhaite qu'il soit lu, non pas pour vendre des livres, je n'attends pas après ça, mais parce que je veux apporter ma pierre à la résurrection du bien commun. Écoutez, voilà. On va rester sur cette formule positive. Merci Daniel Blanchard-Paulet. Merci bien. Merci beaucoup.